Dans cette capsule de cours, on va vous parler de mouvement et de vitesse. Alors avant de parler de mouvement et de vitesse, précisons d'abord ce que c'est qu'une trajectoire. Mais la trajectoire d'un objet qui se déplace, c'est l'ensemble des positions successives qu'il occupe ou qu'il a occupées. Par exemple, on a ici la trajectoire d'un cyclone, d'une dépression tropicale, et on voit que cette trajectoire est représentée par un trait continu, et que cette trajectoire est assez aléatoire. Effectivement, il est assez difficile de prédire la trajectoire d'un cyclone. Un autre exemple de trajectoire, eh bien, c'est la trajectoire suivie par des Formule 1 sur un circuit de Formule 1. Donc ici, c'est représenté aussi par un trait continu. Et puis enfin, un dernier exemple de trajectoire, c'est ce qu'on appelle la trace d'un voilier. Donc ici, c'est un voilier qui a participé à la Groupama Race. Et en rouge est représenté ici sa trajectoire. On voit que pour arriver dans des temps corrects, eh bien, ce voilier a tout intérêt à avoir la trajectoire la plus rectiligne possible. Autre type de trajectoire, cette fois-ci la trajectoire n'est pas représentée de façon continue, elle est représentée uniquement par des positions à intervalles de temps réguliers. C'est ce qu'on appelle une trajectoire chrono-ponctuée. Et on voit la position de la balle à intervalles de temps réguliers. Il existe des cas particuliers. On parle de trajectoire circulaire quand la trajectoire est un cercle. Par exemple, eh bien, lorsqu'on tient une balle à l'extrémité d'une ficelle ou une fronde, eh bien, lorsqu'on fait tourner cette balle autour de nous, la trajectoire de la balle est circulaire. Il existe aussi des trajectoires rectilignes, et cette fois-ci, la trajectoire est rectiligne, la trajectoire est une droite. Par exemple, eh bien, une voiture qui se déplace sur cette route aura une trajectoire strictement rectiligne. Quel est le mouvement de la Lune autour de la Terre? Eh bien, le mouvement de la Lune autour de la Terre est circulaire. La trajectoire est circulaire. Le mouvement de la Terre autour du Soleil est lui aussi circulaire. Un petit peu plus compliqué. Est-ce que le mouvement de la Lune autour du Soleil est circulaire? Vous pouvez arrêter la vidéo, mettre sur pause et réfléchir. Eh bien non. Certes, la Lune tourne autour de la Terre qui tourne autour du Soleil, mais le mouvement de la Lune n'est pas circulaire autour du Soleil. Le mouvement de la Lune autour du Soleil est une espèce de ressort, là, donc qui tourne autour du Soleil, mais c'est sûrement pas quelque chose de circulaire. Comment est le mouvement de la pierre qui est lancée par une fronde? Alors le mouvement de la pierre qui est lancée par une fronde, en fait, est un mouvement composé. Dans un premier temps, la pierre décrit une trajectoire qui est circulaire, et dès que la fronde est lâchée, et dès que la pierre est lâchée, elle a un mouvement qui est rectiligne. C'est ce qu'on voit ici sur cette chronophotographie. Quand sur la trajectoire, la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme. C'est une définition qui est importante à connaître. Mouvement uniforme, c'est-à-dire vitesse constante. Et quand on a des chronophotographies, ou quand la trajectoire est chronoponctuée, c'est assez facile de reconnaître un mouvement uniforme. Est-ce que vous sauriez reconnaître parmi ces deux mouvements celui qui est uniforme? Vous pouvez mettre sur pause et répondre. Eh bien, le mouvement qui est uniforme, c'est celui-ci. Et il correspond bien à une vitesse constante. Pourquoi? Parce que les positions sont prises à intervalles de temps réguliers. Et la distance entre ces positions est toujours la même. C'est donc qu'au cours d'un intervalle de temps, la distance parcourue est toujours la même, donc que la vitesse est constante. Ce mouvement n'est pas uniforme. Parmi ces mouvements, est-ce que vous pouvez identifier les mouvements qui sont uniformes? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour répondre à cette question. Cette voiture, visiblement, a un mouvement qui est uniforme, parce que ses positions sont équidistantes. La nacelle de cette grande roue a aussi un mouvement qui semble être uniforme, parce que ses positions sont équidistantes, donc sa vitesse est constante. Cette balle, qui est en chute, on appelle ça une chute libre, qui a été lâchée par la main, n'est pas en mouvement uniforme. Sa vitesse augmente, car l'intervalle d'espace
entre deux positions successives augmente avec le temps. Le mouvement est relatif. Il dépend de l'observateur. Là, quelque chose d'important qui a été découvert tardivement par l'homme, et c'est Galilée, notamment, qui nous a expliqué ça. On a ici deux personnages, et ces deux personnages regardent passer une voiture. Et pour le personnage A, pas de doute, la voiture orange a un mouvement rectiligne et uniforme. Cette fois-ci, on fait passer deux voitures qui roulent en parallèle, à la même vitesse. Et on peut dire que la voiture orange et la voiture bleue ont un mouvement rectiligne et uniforme, et leur vitesse d'ailleurs est la même. On embarque B dans la voiture bleue. A reste sur place et regarde ce qui se passe. Eh bien B se déplace, la voiture bleue se déplace et l'orange aussi. Mais par rapport à notre observateur B qui était dans la voiture bleue, eh bien la voiture orange semblait immobile. Alors vous allez dire évidemment, c'est A qui a raison, puisque la voiture elle se déplace, on l'a vu, c'est devant nous. Eh bien non, personne n'a raison dans cette histoire-là, car le mouvement est relatif. La voiture orange se déplaçait par rapport à A, la voiture orange était immobile par rapport à B. On va vous montrer une petite vidéo qui vous explique un autre exemple de relativité du mouvement. Dans cette vidéo, on a un garçon qui est dans un train, qui est en mouvement, et ce garçon joue à la balle et laisse rebondir la balle sur la table. Et cette balle, elle va rebondir plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Le train est en mouvement, la balle se déplace, elle rebondit, sa trajectoire est verticale, donc rectiligne. Certes, ce n'est pas uniforme, parce que la vitesse change, mais la trajectoire est bien rectiligne. Maintenant, que se passerait-il pour un observateur qui serait situé à l'extérieur du train? Eh bien, le même mouvement de la balle est complètement différent. Cette fois-ci, ce n'est plus du tout quelque chose de rectiligne, c'est une trajectoire qui est curviligne. Alors, qui a raison? Personne. Ou plutôt tous les deux. Pour le garçon qui est à l'intérieur du train, la balle a un mouvement qui est vertical, donc rectiligne. Pour l'observateur à l'extérieur du train, la balle a un mouvement qui est curviligne. Une autre illustration de la relativité du mouvement. Ici, on a toujours la même voiture orange qui est devant A, et cette fois-ci, cette voiture est immobile, elle ne bouge pas. Mais pour A, c'est clair, la voiture est immobile. Mais B, lui, se déplace. Eh bien, par rapport à B, la voiture se déplace, tout se passe comme si la voiture reculait. Qui a raison? Encore une fois, personne, ou plutôt les deux. Pour A, la voiture est immobile, pour B, la voiture se déplace. Comment calculer une vitesse? Vous devez savoir que la vitesse se calcule en divisant la distance parcourue sur le temps mis pour effectuer le parcours. Distance sur un temps. Ça s'écrit aussi V pour vitesse égale D pour distance sur T. Et du point de vue des unités, lorsque la distance est en mètres, lorsque le temps est en secondes, on obtient une vitesse en mètres par seconde. Bien sûr, si la distance est en kilomètres et que le temps est en heures, on obtient une vitesse en kilomètres heure. Il existe un petit truc assez facile pour passer des mètres par seconde au kilomètre heure et vice versa. Le coefficient de proportionnalité, c'est 3,6. Pour passer des mètres par seconde au kilomètre heure, il faut multiplier par 3,6. Pour passer des kilomètres heure au mètre par seconde, il faut diviser par 3,6. Ce qui veut dire que 3,6 km/h est à peu près égal à 1 mètre par seconde. Alors, comment on peut se souvenir de ça? Eh bien, quand vous marchez à grandes enjambées, assez rapidement, vous faites 1 mètre par seconde. Un pas, c'est à peu près 1 mètre. Eh bien, lorsque vous marchez à cette vitesse-là, en fait, vous avancez à peu près 4 km/h, 3,6 km/h. Petits exercices. Est-ce que vous pouvez ici calculer la vitesse de cette voiture? Et deuxième exercice, pour venir au collège, le car a parcouru 23 km,
Il est parti à 6h20 et il est arrivé à 6h50. À quelle vitesse a-t-il roulé? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour répondre à ces questions. En regardant l'enregistrement, on voit que toutes les secondes, la voiture a parcouru 25 mètres de plus. Donc elle a parcouru 25, donc sa vitesse est de 25 mètres par seconde. On peut aussi appliquer la formule V égale D sur T. La distance parcourue entre cette position et celle-ci, c'est 125 mètres. Et la durée, c'est 5 secondes. 125 que divise 5 égale 25 mètres par seconde. Pour l'exercice 2, le car a parcouru 23 km en 30 minutes. Or 30 minutes, c'est la moitié d'une heure. Donc en une heure, il aurait parcouru le double, autrement dit 46 km. 46 km en une heure, c'est donc que sa vitesse est donc de 46 km à l'heure. On aurait pu aussi appliquer la formule V égale D sur T, D 23 km, T 0,5 heures, puisque c'est 30 minutes, autrement dit on obtient 46 km/h. On représente la vitesse par un segment fléché qui indique la direction et le sens du mouvement. Et simultanément, la longueur de ce segment est proportionnelle à la vitesse. Donc une vitesse, c'est plusieurs choses. C'est une valeur, une direction, c'est-à-dire un axe, et un sens. Par exemple, cette petite voiture là se déplace sur une trajectoire, sur une route, et d'un seul coup sa vitesse augmente. Donc sa vitesse est au départ relativement lente, puis ça augmente, ça double en fait. Comment représenter la vitesse? Comment représenter la vitesse sur cette trajectoire? C'est très simple. On va représenter des vecteurs qui représentent cette vitesse pour plusieurs positions de la voiture. Alors quels sont ces flèches, ces segments fléchés? On appelle ça aussi des vecteurs. Eh bien ces segments fléchés, ils sont toujours tangents à la trajectoire. Tangents à la trajectoire. Et on voit que leur longueur dépend de la vitesse. Entre ce moment et ce moment, la vitesse est 2 fois plus importante parce que la longueur du segment est 2 fois plus importante. En troisième, on va étudier les cas où la vitesse change. En fait, la vitesse peut augmenter, c'est ce qu'on appelle un mouvement accéléré, ou diminuer, c'est un mouvement ralenti. Sur la chronophotographie qui est ici, l'intervalle d'espace diminue au cours du temps, donc la vitesse diminue, c'est un mouvement ralenti, alors que là, les espaces parcourus augmentent, donc la vitesse augmente, c'est un mouvement accéléré. La vitesse peut aussi changer de direction ou de sens, tout en conservant la même valeur. C'est ce qui se passe ici, dans le cas d'un mouvement circulaire et uniforme. La vitesse a toujours la même longueur, donc le segment fléché a toujours la même longueur. Par contre, eh bien, sa direction change. Elle est toujours tangentielle à la trajectoire. La vitesse peut aussi changer simultanément de direction ou de sens, et elle peut aussi augmenter ou diminuer. Par exemple ici, dans le mouvement d'une balle de tennis, on voit que les espaces parcourus sont de plus en plus petits, donc la vitesse diminue, et simultanément, la direction de la vitesse change parce que c'est pas une trajectoire qui est rectiligne. Petit exercice. Voici une bille qu'on a laissée chuter dans un liquide, ça doit être de l'huile, et on a ici dans le document 2 une chronophotographie de la chute de la bille. La position de la bille à la date 0,25 secondes se trouve ici. Et puis on a calculé l'évolution de la vitesse au cours du temps, on a représenté la courbe correspondante. On vous demande d'interpréter les documents pour décrire le mouvement de la bille. Alors qu'est-ce qu'il faudrait dire? Il faudrait dire que jusqu'à la date 0,25 secondes, qui se trouve à peu près ici, jusqu'à la date 0,25 secondes, la vitesse augmente. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur la chronophotographie, puisque les espaces augmentent. La chute, évidemment, se fait vers le bas. Et puis à partir, donc c'est un mouvement qui est rectiligne et accéléré.
Et puis à partir de 0,25 secondes, on voit que la vitesse, elle reste sensiblement la même, elle est constante. Ça se retrouve aussi sur la chronophotographie, puisqu'on a des intervalles d'espace qui sont réguliers. Et bien donc après 0,25 secondes, le mouvement devient rectiligne et uniforme. Et on peut même préciser que la valeur se trouve aux alentours de 0,6 mètres par seconde. Comment utiliser une vitesse pour calculer une distance? Exemple, à la vitesse moyenne de 80 km/h, quelle distance va-t-on parcourir en 2 heures et 15 minutes? La première méthode consiste à utiliser la règle de 3, autrement dit la quatrième proportionnelle. Tout d'abord, on va préparer un tableau de proportionnalité. Quelles sont les deux grandeurs qu'on va mettre ici? On nous parle de distance et on nous parle de temps. Et comment compléter cette première case? Eh bien à l'aide de la vitesse, parce que la vitesse, on dit que c'est 80 km/h. C'est donc en 1 heure, on parcourt 80 km. Donc il est facile de compléter notre tableau. Ici, on nous demande quelle est la distance qu'on va chercher ici, lorsqu'on va parcourir, lorsqu'on aura une durée de parcours de 2 heures et 15 minutes. Donc les 2 heures et 15 minutes, on va les écrire là, mais attention, 2 heures et 15 minutes, ce n'est pas 2,15 heures. Parce que 15 minutes, c'est 0,25 heures, c'est un quart d'heure, c'est 15 sur 60 minutes. Donc en fait, le temps qui s'est écoulé, c'est pas 2,15, mais c'est 2 heures plus 0,25, 2,25 heures. Comment est-ce qu'on obtient la distance? Ça, on sait faire. C'est le produit en croix, ou la quatrième proportionnelle. La distance, c'est le produit de 80 par 2,25 que divise 1, ce qui fait 180 km. C'est la distance parcourue. Autre méthode. Même problème, mais cette fois-ci, on va utiliser une formule littérale. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Et c'est la distance que je cherche ici, c'est la distance qui est demandée. Donc je vais chercher à l'isoler, c'est-à-dire à la retrouver toute seule d'un côté de l'équation. Comment faire? Je peux multiplier chacun des deux membres de l'équation par t. V fois t, d sur t fois t. Donc j'ai multiplié chacun des deux membres de l'équation par un même nombre, ce qui fait que mon égalité se maintient. Quel intérêt? Quel intérêt, c'est que je pourrais aussi l'écrire de la façon suivante, c'est d fois t sur t. Et l'intérêt, c'est qu'on voit bien que t sur t, ici, ça disparaît, parce que t sur t, c'est 1. Et donc, il me reste d est égal à v fois t. J'ai isolé d. Donc, je sais maintenant, à partir de cette formule que je connais, que je dois connaître, que d est égal à v fois t. J'ai plus qu'à faire l'application numérique en remplaçant v par sa valeur, t par sa valeur, et j'obtiens et je retrouve 180 km. Comment utiliser une vitesse pour calculer un temps? Exemple de problème. À la vitesse de 80 km/h, combien faut-il de temps pour parcourir la distance Coné-Nouméa, 272 km? Première méthode, on peut utiliser la règle de 3. Comme tout à l'heure, on fait un tableau, la distance, le temps. Alors, j'aurais pu aussi préparer le tableau en mettant le temps en haut, la distance en bas, ça change absolument rien. J'ai la vitesse 80 km/h qui me dit que en 1 heure, je parcours 80 km. J'ai la distance 272 km, reste à déterminer le temps. La méthode, on la connaît, on fait le produit de 272 par 1 et on divise par 80, résultat 3,4 heures. Donc il me faut 3,4 heures pour parcourir cette distance. Remarquez que c'est rare qu'on exprime l'heure sous forme de dixième d'heure. En fait, on exprime ça sous forme de minutes. Comment faire? 3,4 heures, c'est 3 heures et 0,4 heures. Comme une heure, c'est 60 minutes, 0,4 heures, c'est 0,4 fois 60 minutes. Eh bien, ça nous donne 24 minutes. La durée du trajet, 3 heures et 24 minutes. On peut aussi, là encore, utiliser une formule littérale. C'est un petit peu plus compliqué.
Je sais que V est égal à D sur T. Cette fois-ci, ce que je veux isoler, c'est T. C'est ça la question qui est posée. Ça m'arrange pas d'avoir T en bas de la fraction. J'aimerais bien le remonter. Alors je vais modifier légèrement ma fraction en disant que V, c'est la même chose que V sur 1. Et l'inverse du premier membre est donc égal à l'inverse du second membre. C'est-à-dire que 1 sur V est égal à T sur D. Alors j'ai remonté T, il est du bon côté, enfin il est du bon côté de la fraction. Maintenant il faut que je fasse disparaître D. Comment faire disparaître D? Ben, je multiplie chacun des deux membres de l'équation par D. Que multiplie D? Que multiplie D? Quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt c'est que je vais pouvoir simplifier par D. D sur D ça fait 1. Et j'ai isolé T. Et je peux dire maintenant que T est égal à D sur V. Sachant ça, j'en déduis ça. Et je vais pouvoir calculer T. 272, c'est la distance, 270 km. 80 km par heure, c'est la vitesse. J'obtiens aussi 3,4 heures. Le même résultat que précédemment. Allons, on termine par un petit exercice. Une promenade en ULM sur le lagon. Cette ULM se déplace à une vitesse moyenne d'environ 180 km/h. Quelle est la distance en kilomètres parcourue en 105 minutes? Estimez le temps en minutes nécessaire pour parcourir la distance Koné-Yengen, soit 42 km en ligne droite. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour répondre à ces questions. 105 minutes, c'est 1 heure et 45 minutes. 45 minutes, c'est 45 que divise 60 heures, c'est donc 0,75 heures, puisqu'une heure c'est 60 minutes. Donc la durée totale du vol c'est 1 heure, virgule, et 0,45 minutes, c'est-à-dire 1h75. La distance c'est la vitesse que multiplie le temps. C'est donc 180 que multiplie 1,75, ce qui fait 315 km. Le temps nécessaire pour parcourir la distance Koné-Yengen. Eh bien le temps, c'est la distance que divise la vitesse, on l'a démontré juste avant. C'est donc 42 km que divise 180 km/h, et ça me donne 0,23 heures. On n'hésite pas à arrondir le résultat, on va expliquer pourquoi après. Alors si je vous demande le temps que vous mettez en avion et que vous me dites ça fait 0,23 heures, c'est pas exactement comme ça que vous devriez me répondre. Il faut me dire ça fait un certain nombre de minutes. Combien de minutes? Eh bien 0,23 heures que multiplie 60, parce qu'une heure c'est 60 minutes, ça fait 14 minutes. Et là aussi, on n'hésite pas à arrondir le résultat. Alors peut-être que ça vous embête d'arrondir les résultats parce que votre calculatrice a donné quelque chose de beaucoup plus précis. Mais en fait c'est tout à fait judicieux et c'est évident. On nous parle d'une vitesse moyenne d'environ 180 km/h. On nous demande d'estimer, on ne nous demande pas un calcul hyper précis. Et donc il est tout à fait judicieux d'arrondir et tout à fait justifié d'arrondir les résultats. Voilà, la vidéo est terminée, à très bientôt.